Épisode 17, autosuggestion, et le titre original c'est Pusher. C'est écrit par Vince Gilligan et c'est réalisé par Rob Bowman. Alors autosuggestion, c'est un excellent épisode, hein, c'est sans doute mon préféré, en tout cas un parmi mes préférés de toute la série. Évidemment j'ai beaucoup de saisons et les deux films à revoir. En tout cas c'est un épisode qui m'avait toujours profondément marqué, et là il m'a profondément embêté à chroniquer parce que je ne savais pas sous quel angle l'aborder. Le plus simple, le plus évident, ça aurait été évidemment de passer par la thématique de la manipulation mentale, qui est souvent associée à des pervers narcissiques, hein, comme le talentueux Monsieur Ripley, Gone Girl, Esther, ou bien, vu que le cinéma américain adore associer mêler complotisme, expérience scientifique et l'armée, donc on aurait pu dévier sur les thrillers politiques comme Un crime dans la tête, qui a été d'ailleurs remaké par Jonathan Demme. Donc le titre original c'était The Manchurian Candidate, je le prononce très mal, par John Frankenheimer, je l'appelle John Frankenstein, c'est plus simple, qui est un film assez compliqué à se procurer. On voit malheureusement plus facilement le remake de Demme dans les bacs à soldes. Donc vraiment essayez de vous procurer ce film qui est à la limite de l'expérimental. J'aurais pu parler aussi du professeur Xavier, des X-Men, en tout cas tous ces récits où un individu peut plier la réalité perçue par des gens pour asseoir ses ambitions, mais ça aurait été redondant, j'aurais cumulé des références pour servir à quoi? Eh bien, pas grand-chose. J'avais mis de côté ces deux classiques du cinéma français que sont Panique, qui est d'ailleurs la première adaptation des Fiançailles de Monsieur Hir, donc le roman de Georges Simenon, donc dans un grand film de Julien Duvivier, mais surtout Julien Duvivier a réalisé Voici le temps des assassins. Donc deux films que j'ai un petit peu évoqués en faisant ma chronique sur Maigret, temps à piège de Jean Delannoy, toujours avec Jean Gabin. Donc Panique par contre c'est avec Michel Simon. Donc ce sont vraiment de très bons films dans lesquels le personnage principal est manipulé par une femme. Faut savoir que les films de Duvivier, souvent ça raconte l'histoire de bons gars, en fait, hein, des personnes qui veulent bien faire, mais leur vie est chamboulée par l'arrivée d'une femme. On a souvent taxé de misogyne Duvivier. C'est vrai que quand on regarde La Belle Équipe, c'est pareil, hein, les femmes dans ces films, souvent ce sont toutes des putes. Donc je sais pas, il s'est passé peut-être quelque chose dans sa vie sentimentale. En tout cas, Voici le temps des assassins, c'est quand même extrêmement subtil, je vous le recommande. Reportez-vous sur la vidéo de Maigret, temps à piège. Donc pour cette chronique, je vais faire simple, hein, je vais rester simple spectateur, donc je vais vous dire à quel point cet épisode est fun, divertissant. Ce sont quand même des points qui sont extrêmement importants, hein, vous l'admettrez, pour apprécier un épisode de série télé, mais aussi à quel point j'adore l'acteur qui campe le freak de la semaine. Donc ce freak s'appelle Robert Patrick Mandel, et il est incarné par Robert Wisdom. Alors, avant de m'attarder un peu sur Robert Wisdom, bien entendu, il est servi par un très bon scénario de Vince Gilligan qu'on ne présente plus, et qui a là orchestré un jeu du chat et de la souris entre Mulder et le pousseur. Donc le pousseur, c'est un type qui, par le biais d'une tumeur au cerveau, se voit donc posséder un pouvoir qui est pas banal, générer dans le cerveau des idées ou des images, voire une sensation, pour manipuler donc sa proie et la mener à trépas, souvent. Par exemple, faire déconcentrer de la route pour provoquer un accident. Cerulean blue. Cerulean makes me think of a breeze. A gentle breeze. Hey. Ou bien, c'est ma mort préférée, dire à sa victime au téléphone qu'il a les artères bouchées pour provoquer une crise cardiaque. Ou bien pousser un flic à s'immoler par le feu. Put that down. Alors le pusher n'hésite pas à faire suicider donc des policiers qui tentent de l'arrêter, et entre deux scènes choc, on va en apprendre davantage sur sa psychologie, son ego surdimensionné, ses échecs, notamment son parcours à l'armée ou à l'école du FBI. On va parler davantage de sa tumeur au cerveau aussi. Bref, c'est un personnage qui s'étoffe au fil de l'intrigue et qui est quand même beaucoup plus complexe que la finalité de l'épisode le laisse entendre. C'est d'ailleurs ma seule réserve en fait sur cet épisode. J'aime pas le fait qu'on le présente comme un type médiocre qui refusait
de se faire opérer parce que c'était son seul moyen en fait de briller. Non, pour moi, Robert Patrick Mandel, c'est un type intelligent de base, cultivé, qui se savait condamné et a sûrement orchestré ses morts car il n'avait plus rien à perdre. Et surtout, il s'en prend à des figures de l'autorité qui se mettent au travers de sa route. Il s'en prend pas à des innocents lambda, hein. Il s'en prend pas à une pauvre femme qui traverse la rue. Absolutely, Your Honor. I'm not guilty. Un pauvre type aurait profité de ce pouvoir pour tirer un maximum de plaisir avant son trépas, que ce soit dans la consommation courante, ou bien en multipliant des aventures sexuelles. Après tout, cette thématique hein, de personnages qui profitent d'une situation ou d'un pouvoir pour multiplier les aventures, ça sera évoqué dans d'autres épisodes par la suite, notamment la queue de verre, la queue de singe, la queue de rat, merde, j'ai oublié le titre, mais enfin bon, on aura l'occasion de l'évoquer. C'est un épisode rigolo dans lequel, d'ailleurs, Darren Morgan campait un type qui prenait l'apparence de Luke Skywalker pour séduire une donzelle. Et il y a évidemment dans la saison 6 un double épisode très marrant dans lequel quelqu'un profite du fait qu'il a l'apparence de Mulder pour essayer de mettre Scully dans son lit. Bref, Robert Mandel, il est vraiment animé par, non, Robert Mandel, c'était le réalisateur du pilote. Non, Robert Patrick Mandel est animé par une pulsion ludique. Donc c'est jouer au jeu du chat et de la souris avec Mulder, parce qu'il trouve en lui un adversaire qui est malin, qui est intelligent, et d'ailleurs rien n'indique qu'il n'était pas intelligent avant sa maladie. C'est pas le personnage du cobaye dans le film éponyme de Brett Leonard, film absolument merdique, hein, vague adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Je crois que le seul point commun, c'est qu'il y a une scène de meurtre avec une tondeuse à gazon. Sorti tout droit de l'imagination de Stephen King, voici l'histoire d'un homme Job, dépêche-toi mon vieux, la pelouse t'attend. qui a l'esprit d'un enfant. Oui, Cyberman est venu me voir chez moi. Et rien à voir aussi avec Phénomène, avec John Travolta, un film de John Turtlebot, je sais plus comment on le prononce, hein. Bon, enfin c'est le mec qui a fait les Benjamin Gates. C'est un film que j'avais beaucoup aimé quand j'étais gamin. Et je pense qu'à la revoyure, là, à l'aube de la cinquantaine, je pense que je serais très vite écœuré par son côté mélo-sirupeux. Mais pareil, Travolta, il campait un neuneu qui a développé une espèce de tumeur qui le rend extrêmement intelligent. Ah non, ça c'était dans le film Michael, pardon. Bon bref, Robert Mandel, certes ses crimes sont totalement indéfendables, mais cette réflexion à la fin, peut-être c'est un mémo, vous savez, du studio de dernière minute, pour l'identifier comme un pauvre type, je trouve ça un petit peu déplacé, d'autant plus que l'acteur est extrêmement charismatique. Donc Robert Wisden, qui n'a pas eu une très grande carrière au cinéma ou à la télé par la suite, hein. On le reverra d'ailleurs quelques saisons plus tard, il reprend son rôle de modèle. Ah mais non, j'ai du mal à prononcer son nom. Cet acteur, je me souviens surtout dans un Steven Seagal en fin de course, le prix du sang, quoique le film il commence à dater, je crois. Ouais, 2009. Comme quoi, la fin de course dans la carrière de Seagal, elle est arrivée quand même très tôt dans sa carrière. People said you left this life behind. You heard me. You fall right back into it. I'm way back already. En fait, Robert Wisden a privilégié l'enseignement au Canada, Vancouver évidemment, donc c'est tout à son honneur. Apparemment, c'est un prof qui est extrêmement apprécié, très réputé, très respecté. Il semble aussi très accessible. J'ai pu voir une vidéo assez récente dans laquelle il répondait à un live. Donc, et puis vous savez, Robert Wisden, dans ce rôle, m'a toujours fait penser au réalisateur français que vous connaissez tous, hein, pour être un très grand ami de Jean-Claude Van Damme. Qui est vraiment pour moi un abruti, hein, je dis des choses. Christophe Gans, évidemment. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux. Déjà, d'un point de vue physique, la coupe de cheveux, enfin surtout quand Gans était un peu plus jeune, il y a toujours ce regard malicieux, intelligent. En plus de ça, le personnage joué par Wisden dans cet épisode, il est fan du Japon féodal, et on sait à quel point Gans a beaucoup fait pour le cinéma asiatique. Évidemment pour le cinéma japonais via les animes, mais aussi et surtout pour le cinéma hongkongais. Donc, vous mêlez tout ça, Japon, samouraï, Vancouver, bon, tout ça, ça me rappelle évidemment Craig Freeman, qui est marqué donc le début de carrière de Christophe Gans. Évidemment, c'est une comparaison qui est extrêmement personnelle, mais ces chroniques sont
basé sur un ressenti personnel, je ne suis absolument pas un exégète. Malheureusement, je ne m'appelle pas comme Tielman. Alors, Robert Wisden, pour moi, il rentre dans la sphère Carter, qui a su tirer vers le haut tout ce qu'un acteur déjà confirmé pouvait apporter. C'est-à-dire que Chris Carter n'a pas découvert Robert Wisden, il n'a pas découvert évidemment Lance Henriksen, hein, il était déjà très bien établi à l'époque. Et d'ailleurs, il faut savoir que Lance Henriksen était pressenti pour incarner le rôle de Robert Patrick Mandel. Je pourrais ajouter aussi Terry O'Quinn, donc, et aussi d'ailleurs Robert Patrick, qui est un acteur absolument génial, qui va d'ailleurs complètement nous faire éclater au visage l'étendue de son talent avec le personnage de John Doggett dans les saisons 8 et 9, dans lesquelles vraiment toutes les nuances, toutes les subtilités dans son regard. Il est dans le sous-jeu aussi, Robert Patrick, hein, comme Lance Henriksen, hein, c'est vraiment ce que je préfère. Quoique on a pu le voir un petit peu au cinéma dans des rôles complètement délirants, où il est très drôle d'ailleurs, hein, en simili Coyote, hein, dans les scènes, parce que pour moi ce film c'est un peu une adaptation live de Bibi puis Coyote, hein, The Marine. There's a crazy son of a bitch. Where is she? Oh, this just gets better and better. Put it down. All right. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur la qualité des comédiens dans la sphère Carter. Maintenant, on va aborder la facture un peu plus technique de cet épisode. Donc, il est réalisé par Rob Bowman, qui d'ailleurs, et là c'est vraiment aussi tout à son honneur, parce que il sort pas ses effets de manche habituels, qui est de donc braquer une lampe torche sur l'objectif. Il n'y a pas des images comme ça un peu éthérées avec un brouillard. Non, là vraiment c'est très simple. Il est concentré sur le jeu des comédiens, même s'il y a quand même des moments de bravoure, comme par exemple ce pré-générique qui se passe donc c'est une scène de supermarché, encore une scène de supermarché, hein, je vous renvoie à l'épisode La guerre des coprophages, où j'avais dit que c'était toujours intéressant, parce que ça permet comme ça d'avoir un petit microcosme d'une société, enfin d'une petite ville, dans un espace clos. Donc là c'est pareil, on a une caméra qui est très mobile, alors c'est pas tout à fait un plan séquence, mais on passe d'un rayon à un autre, et dans lequel on voit évoluer Robert Patrick Mandel qui fait ses emplettes. Il met dans son petit panier plein de conserves hyper protéinées, et ça sera d'ailleurs justifié par la suite dans le scénario. Donc tout ça c'est très bien fait, donc mise en scène au cordeau, qui va culminer par un duel psychologique réduit visiblement à sa plus simple expression, une table, deux chaises, et dans lesquelles, grand miracle, on arrive à tirer quelque chose de cette endive de David Duchovny, qui est vraiment très très bon. Mais après, il est vraiment bon parce qu'on arrive aussi à l'amener, hein, cette angoisse. On voit Mulder débouler à l'hôpital avec sa caméra. Il rentre là-dedans comme si c'était un environnement piégé. Il est équipé comme dans un film de Cameron, hein, avec des caméras et des lampes de partout. D'ailleurs, on le suit depuis une camionnette qui est équipée pour recevoir les images. Ça, c'est un truc qu'on voit assez souvent dans les années 90. Hein, la camionnette dans laquelle on suit en télécommunication un autre, de Cameron le fait dans True Lies par exemple. Donc on est prépare pour une scène de tension digne d'un blockbuster, pour finalement terminer sur un duel, une roulette russe, qui a bien fait paniquer la chaîne à l'époque, hein, ça a failli être sucré au dernier moment, et ça a été déjà très bien écrit par Gilligan, et aussi très subtilement filmé par Rob Bowman. Il n'y a pas de plan du tout choquant dans cette scène, je ne vais pas vous révéler l'issue si vous ne vous souvenez plus de l'épisode, ou si vous ne l'avez pas encore regardé, mais vous allez voir, on va garder toute la tension inhérente à une scène de roulette russe, mais sans débordement visuel, pas de gore, même si, alors il paraît que c'était la première fois qu'on voyait une scène de roulette russe dans une série télé. Je ne compte pas évidemment les rediffusions de films, quoique je suis pas sûr que la Fox rediffusait souvent Voyage au bout de l'enfer, parce que, rappelons-le, je le dis assez souvent, il me semble, hein, la Fox est une chaîne très conservatrice. 1 in 6 chance. One boom. Wait. Alder, look. There's pure oxygen in this room. There's no telling what could happen if you pull that trigger. Donc voilà, vraiment c'est une masterclass à tous les niveaux. Et je vais juste vous citer
Une petite phrase de Vince Gilligan hein, dans le fameux grand livre d'X-Files qui conclut maintenant mes chroniques. Vince Gilligan dit « J'étais fier quand j'ai rendu ma copie à Chris. Je lui ai même dit « C'est le meilleur scénario que j'ai jamais fait pour toi. » Ça l'a énervé. Ne dis pas ça, ne le pense pas. Tu dois toujours te surpasser. Et je trouve qu'il est assez culotté, le père Carter, parce qu'il aurait mieux fait de l'appliquer pour ces saisons tardives ou pour le deuxième film X-Files. Mais bon, vous connaissez l'adage, faites ce que je dis, pas ce que je fais. До свидания.